Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à cette soirée du Collège des Bernardins qui, de façon très heureuse et peut-être trop inhabituelle, trop, est coproduite par les entretiens de Valpré avec François et les jeunes mécènes du Collège des Bernardins. Et donc, François a un pied de chaque côté ce soir, hein, puisqu'il est à la fois responsable des entretiens de Valpré et membre du conseil d'administration du collège. Donc ça ne vous étonnera pas que nous retrouvions ce soir dans cette formation. Les jeunes mécènes, je dis ça surtout pour ceux qui viennent pour les entretiens de Valpré, les jeunes mécènes du Collège des Bernardins, c'est une structure qui a été fondée dès la création du collège et qui marque l'intérêt des jeunes professionnels pour tout ce qui se passe au collège. Et je ne saurais jamais assez les remercier de ce qu'ils font, de leur engagement financier qui est lourd pour des jeunes ménages, et de leur engagement personnel, puisqu'ils participent à une bonne dizaine d'activités dans l'année, dont à peu près la moitié sont des activités du collège auxquelles ils s'adonnent, comme ce soir. Voilà. Le mécénat, vous savez, au collège, c'est très important, puisque le mécénat finance à peu près 60% de l'activité du collège. C'est à la fois très important sur le plan financier, mais c'est également très important sur l'enracinement du collège dans le corps social, parce que le mécénat a ses règles qui lui sont propres, et ça nous oblige à constamment venir représenter les projets du collège à ceux qui le supportent. Et il y a donc une forme de cercle vertueux à faire ce travail. Je me réjouis particulièrement ce soir des thèmes que vous avez choisis et que je ne vais pas différer par une introduction longue, rassurez-vous, mais qui sont vraiment en ligne avec le travail du collège. Notamment d'abord l'écologie, qui, vous le savez, pour les années qui viennent, va devenir le fil rouge du travail du collège par, j'allais dire, un approfondissement multidisciplinaire sur le texte du pape François, Laudato Si. Et l'entreprise, qui fait l'objet de multiples soins au sein du collège, notamment dans le département de recherche qui lui a été consacré depuis 8 ans, avec un travail très assidu en lien avec l'École des mines de Paris et Paris 10 Nanterre, et qui a produit 2 grands travaux, l'un sur l'actionnariat, à la suite du travail sur la financiarisation de la société et les conséquences néfastes qui sont liées aux excès de la financiarisation. Et ensuite, et ce sujet va faire un lien direct avec ce qu'on va voir ce soir, la nouvelle responsabilité de l'entreprise dans le corps social. Ce travail a été mené de façon très scientifique et il a nourri les meilleurs esprits, puisque je pense qu'on peut dire maintenant très clairement que le rapport produit par Madame Notat et Monsieur Sénal est très largement inspiré des travaux qui ont été développés dans ce collège et qui, d'après ce que je comprends, vont être poursuivis ce soir par des approches convergentes et particulièrement ancrées dans la vie, ce dont je me réjouis. François, je te laisse tout de suite la parole. Merci Bertrand. En te remerciant d'avoir animé cette proposition qui, je pense, est tout à fait en ligne avec ce qui se passe ici. Merci beaucoup Bertrand. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au collège. Alors Bertrand, il est très modeste. En fait, vous pouvez considérer que la fondation apporte en gros la moitié des recettes de cette maison. Donc c'est sur les épaules de ta petite équipe. 60%, vous voyez, 60%. Et puis comme il était là dès le départ, parce qu'il a été de l'aventure avec Monseigneur Lustiger il y a 20 ans déjà, voilà, je pense que c'est une des
3 ou 4 personnes clés qui a fait qu'aujourd'hui ce collège est là. Et pour moi, c'est un grand bonheur d'être avec toi parce que tu sais à chaque fois combien j'admire ce que vous faites parce que c'est une prouesse dans ce monde d'arriver à réunir autant de fonds pour soutenir le collège. Et en plus, sur ces jeunes mécènes qui sont une population que nous, Entretien de Valpré, on a du mal à faire venir. Donc on est très content que les 25, 35 ans, 40 ans s'intéressent à ces grands sujets parce qu'on a généralement des gens jusqu'à 25 ans. Ils commencent à travailler, là, ils disparaissent pour 20 ans, et puis ils reviennent à 45 en disant bon, maintenant je voudrais réfléchir. Et donc on les reprend en main. Mais c'est vrai que s'ils pouvaient venir nous voir entre 25 et 45, on serait aussi très contents. Merci de nous accueillir. Merci Hubert, qui est le directeur général du collège. Merci à toi, comme d'habitude, d'être là et toujours bienveillant avec nous. Merci à Claire Laval, qui est directrice de la communication et du développement, aussi d'être présente, qui nous a aidé à monter l'événement. Les Entretiens de Valpré, c'est la 18e édition et la 8e fois qu'on se retrouve à Paris. Parce qu'au départ, l'événement a été créé à Lyon en 2000, au début des années 2000. Et puis, pour le 10e anniversaire, on a décidé de faire aussi un écho parisien à ce qui se passe à Lyon, puisqu'à Lyon, aujourd'hui, il y a 500 personnes qui viennent passer un jour et demi pour réfléchir à des sujets qui les concernent et qui croisent 3 choses, l'entreprise, l'économie et la personne humaine. Tout ça inspiré, bien sûr, par la pensée sociale chrétienne, puisque cet événement et le lieu de Valpré appartiennent à la congrégation des Augustins de l'Assomption, que vous connaissez peut-être à travers une de leurs grandes œuvres, qui est la maison Bayard, puisqu'ils sont les actionnaires de Bayard, mais aussi les actionnaires de beaucoup d'autres œuvres. Et je salue dans la salle Milad, frère Milad, qui est l'économe de la province d'Europe, et qui donc apporte beaucoup de soutien à ce que nous faisons aux Entretiens de Valpré. Donc merci Milad d'être là ce soir. On va parler donc de responsabilité. C'était le thème qu'on a choisi pour cette 18e édition. Alors on a fait on est un peu facétieux. Et donc on a parlé de société à responsabilité illimitée. Pour ceux qui ont fait un peu de droit, ça vous rappelle quelque chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est interrogé par ceux qui viennent nous voir, par ceux qui participent aux Entretiens de Valpré sur l'espèce de monde en extension qui est le monde des responsabilités du dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que on ne sait plus où ça va s'arrêter, justement, alors qu'avant, on avait des limites bien définies. Aujourd'hui, l'homme d'entreprise est responsable de beaucoup de choses, bien sûr de ses clients, de ses salariés, mais de ce qui se passe dans le monde, de son impact sur l'environnement, des parties prenantes. Bref, ça ne s'arrête jamais. Et quand on est un patron avec seulement 2 épaules et 24 heures de travail par jour, il y a un moment, on ne sait plus par où commencer, par où finir. Et on a senti que ce thème, à la fois, était porteur d'espoir, mais d'angoisse pour ceux qui dirigent aujourd'hui ou ceux qui sont dans les entreprises. Et donc, on a voulu éclairer, essayer de trouver un chemin d'équilibre pour aider à la réflexion personnelle. Et c'est ce soir ce dont on va parler. Avant que le débat commence, on va d'abord laisser la parole à Kéa. Kéa est un cabinet de conseil que probablement vous connaissez, qui est un des partenaires historiques des Entretiens de Valpré, avec qui on réfléchit. Donc, ce n'est pas un partenaire pour donner des sous, c'est un partenaire pour réfléchir. Ça, c'est des bons partenaires. Et on réfléchit pour voir comment on construit les choses. Et cette année, pour la première fois, on a fait un sondage. On est allé interroger la base de 10 000 personnes à peu près qui sont venus, viendront ou peut-être ne viendront jamais d'ailleurs, mais qui sont proches des Entretiens de Valpré, pour leur demander ce qu'ils pensaient des sujets de la responsabilité, comment ils les vivaient. Et Guillaume va vous donner une synthèse rapide de ces résultats, parce que je pense que ça va lancer un peu la soirée. Donc pardon à ceux qui étaient à Lyon, j'en vois certains, mais du coup, s'ils ont oublié, ils vont pouvoir rafraîchir leur mémoire. Et donc on va vous donner un extract. Guillaume, si tu veux bien, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, en effet, je suis Guillaume Bouvier. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour partager quelques-uns de ces enseignements de cette grande enquête qui est à Valpré. Je pense qu'elle est assez originale à 2 titres. C'est qu'elle est, premièrement, c'est la première fois que dans le cadre des Entretiens de Valpré, on interroge, comme tu disais François, la base des amis de Valpré pour les interpeller et leur demander leur avis sur le thème qui est traité lors de ces journées, donc à la fois à Lyon et puis ici à Paris. Et puis, vous le verrez, il y a pas mal d'enseignements qui sont, je pense, intéressants à en tirer, qui sont de la matière pour continuer à réfléchir dessus derrière. Et puis, donc, on vous diffusera et on mettra à disposition la totalité des résultats. Voilà. Alors, sur l'angle d'attaque, je pense que quand le thème de la responsabilité a été posé pour les Entretiens de Valpré de cette année, il a été, comme c'est un petit peu la marque de fabrique, de façon très large, enfin plus large qu'on a l'habitude de le poser. Et du coup, cette enquête, on l'a articulée autour de 3 thèmes qui nous semblent être des thèmes intéressants de réflexion autour de la responsabilité, qui sont le rôle de l'entreprise dans la société,
et sa contribution à la société et puis de façon plus large au monde. La notion de l'exercice des responsabilités, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière l'exercice des responsabilités pour les dirigeants, les cadres dirigeants dans l'entreprise, et le sujet des pratiques et des comportements managériaux responsables. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être un manager responsable, quel que soit finalement son niveau de responsabilité. Donc c'est les 3 chapitres que je vais dérouler dans les quelques minutes qui viennent, et donc qui ont... voilà, il y avait à peu près 200 réponses de gens qui étaient répartis sur la France et puis dans des univers sectoriels assez variés. Alors, rôle de l'entreprise dans la société, premièrement. Je dirais la première bonne nouvelle de cette enquête, c'est que vous êtes aussi nombreux à considérer que la cible est importante que le chemin. Donc quand on demande ce que l'on met derrière la notion est-ce que la responsabilité d'entreprise c'est une responsabilité de moyens ou de résultats, à 75% vous déclarez que c'est les deux. Donc la notion, je pense aujourd'hui, qui est de dire je vais me fixer des objectifs au-delà d'éléments quantitatifs, économiques, je vais me fixer des objectifs de contribution autres. C'est une notion qui est de plus en plus acquise et développée dans les entreprises. On en parlera probablement tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la manière d'y arriver, la manière de se transformer, finalement, vous la considérez aussi important que cette finalité. Et je pense que c'est important. Chez Kea, on est assez sensible à cette notion de transformation responsable pour dire que la manière de transformer les entreprises, elle doit se faire de manière responsable. Et ce n'est pas uniquement la mission, les objectifs et les intentions qui doivent l'être. Voilà, donc c'est une première, je trouve, bonne nouvelle de cette enquête. Alors ensuite, la RSE, forcément, est un levier important pour se transformer vers une entreprise plus responsable. Et donc on vous a interrogé sur finalement la maturité derrière cette notion de RSE. Comment est-ce qu'elle est abordée et en fait où est-ce que vous vous situez par rapport à vos pairs et dans le cadre de vos secteurs. Cela on l'a fait sur les 3 niveaux qui nous semblent être les niveaux d'interpellation sur le sujet de la RSE, qui sont bien évidemment le sujet de se mettre en conformité avec un certain nombre de normes de réglementation, qu'elles soient soft ou hard d'ailleurs. Le sujet de la durabilité de l'activité et la contribution et l'impact sur l'ensemble des parties prenantes, et puis le sujet de la contribution au bien commun. Et alors ce qui est intéressant, c'est que finalement vous vous situez beaucoup dans la moyenne de vos secteurs respectifs d'activité, dans une logique plutôt de suivi, de s'inspirer de temps en temps des meilleures pratiques de vos secteurs sur ces dimensions-là, mais assez peu dans une logique de créer la référence dans vos marchés ou dans vos secteurs et de faire de la RSE un levier de performance, de création de valeur, voire de différenciation, et plutôt comme finalement des choses, une logique un peu de rester dans le match de son secteur plus que de créer l'écart. Donc je pense que c'est un sujet intéressant aussi de réflexion dans le cadre de vos équipes de direction et avec vos parties prenantes. Ces transformations et ces sujets de politique RSE, elles impliquent des transformations profondes. Donc ce chemin vers plus de responsabilité nécessite des transformations profondes. Vous en retenez 3 principales. La première, c'est des changements importants en termes d'exercice du métier et de pratique. Je pense qu'on en reparlera certainement tout à l'heure. Le sujet de la responsabilité de la RSE, ce n'est pas que des intentions, des objectifs et de la communication, etc., parce qu'on s'expose bien évidemment au greenwashing, mais c'est de changer en profondeur les pratiques métiers. Et je pense qu'on aura des bons exemples, que ce soit en termes de sourcing, en termes d'activité, d'offres, etc. ce soir. Le deuxième, c'est de faire de la RH en fait un partenaire plus musclé d'accompagnement de ces transformations-là. Alors souvent, on voit les sujets de responsabilité ou de RSE proches des directions des ressources humaines, mais je pense que leur accompagnement sur l'ensemble des directions de l'entreprise et des salariés, vous le citez comme étant un enjeu de changement important dans vos organisations. Et puis le dernier sujet, c'est le sujet des incentives, de la rétribution, et de mettre en cohérence à la fois une intention, une mission, des évolutions de pratiques, avec finalement la manière dont on fixe les objectifs et dont on reconnaît les collaborateurs. Voilà sur cette première partie. Sur le deuxième thème qui est celui de l'exercice des responsabilités, on a cherché dans un premier temps à comprendre
ce que vous mettiez derrière cette notion de responsabilité. Et donc il ressort qu'il y a 4 grandes notions qui sont finalement sous-jacentes à l'exercice des responsabilités. Le pouvoir dans un premier temps, alors de façon très importante, peut-être encore trop importante. Donc pouvoir et responsabilité. Donc le pouvoir, bien évidemment, c'est la portée et l'impact personnel de son action, c'est l'organisation des pouvoirs, la répartition des tâches. Donc cette notion-là, elle ressort très fortement. Le collectif, avec finalement la responsabilité d'organiser un collectif qui fonctionne bien, dans lequel chacun a sa part de voix, d'action, et qui donne finalement le bon équilibre entre l'individu et la collectivité. Et puis 2 notions qui sortent un petit peu moins, de façon moins importante, le temps, parce que l'exercice des responsabilités, vous le dites, c'est une conscience forte portée vers l'avenir, sur le temps long, mais aussi l'exigence de gérer le temps court et d'être responsable de ce qui se passe à très courte échéance dans l'organisation. La dernière notion que vous associez à l'exercice des responsabilités, c'est l'équilibre. Et c'est finalement cet enjeu de gérer les équilibres dans l'entreprise par rapport à des tensions, génération, mutation digitale, etc. Et du coup d'organiser ces équilibres. Voilà, donc je ne sais pas si les 4 devraient être plus équilibrés. En tout cas, il nous semble que le temps et l'équilibre doivent être des sujets de préoccupation plus importantes pour les dirigeants aspirant à plus de responsabilités. On a cherché ensuite à comprendre quels étaient les comportements responsables que vous observiez, qui étaient à l'œuvre dans vos organisations, et ceux qui étaient souhaités pour demain. Donc on a comparé cela, et on voit un mouvement assez intéressant qui montre que voilà, il y a 2 groupes de valeurs. Un premier qui est en train de monter en puissance assez fort, que vous attendez plus dans vos organisations, dans l'exercice de ces responsabilités, donc dans lequel on retrouve œuvrer pour le bien commun, assumer les conséquences de ses actes, traduire mes valeurs en actes, et la subsidiarité notamment. Voilà, donc qui sont des comportements, on mettait impact positif long terme, en cohérence avec les valeurs, et puis un groupe de comportements qui perdent un petit peu en puissance et qui sont plutôt se porter sur l'action court terme, ceux qui sont portés sur le collectif et à l'autre. Mais je pense que ce changement de paradigme sur ces, en tout cas sur ce qu'on peut voir là, sur œuvrer au bien commun et sur les sujets de cohérence, ça nous semble être des changements importants en termes de culture d'entreprise à anticiper, à travailler dans les années à venir, et en termes de relation à l'autre. Voilà. Donc on est moins sur le passage à l'action court terme et plus sur la préparation d'impact à moyen et à long terme. Sur le dernier sujet du management responsable, voilà, qu'est-ce qu'être un manager responsable? On a dans un premier temps dressé le portrait robot de ce que vous imaginez être le manager responsable, ce que vous souhaitez être un manager responsable. Et ce que l'on en retire, c'est que finalement, ce manager responsable, c'est plus le manager héros, leader, qui assume, qui porte ses convictions avec une dose de prudence et qui tracte en fait beaucoup. Ce que vous exprimez, c'est que le manager responsable que vous souhaitez être demain et que vous souhaitez avoir dans vos équipes, c'est plutôt, alors je ne sais pas si l'image du jardinier est la bonne, mais c'est plutôt quelqu'un qui va créer les conditions du développement de la responsabilité au sein de ses équipes et dans son entreprise, avec cette idée de penser au bien commun, d'inspirer plus que de l'idée, de faire confiance, d'écouter, d'être ouvert et surtout d'être exemplaire. Et je reviens sur cette notion de cohérence qui, je pense, est importante par rapport à ce que je viens d'évoquer. Voilà. Donc un changement aussi important en termes de comportement et de culture managériale. Ces changements, ils sont à l'œuvre. Déjà, vous êtes plus de quasiment 80% à dire que vous intégrez déjà dans vos décisions, dans vos projets, la dimension RSE. Donc, je trouve très important. 50% à plus assumer à l'externe et en interne, et à intégrer de nouveaux éléments d'évaluation au niveau de vos équipes. Par contre, on voit que la transformation consistant à avoir des objectifs chiffrés,
et à rendre plus compte en fait, sur ce thème-là reste quand même devant. Voilà, donc il y a il y a un certain nombre de sujets liés à ça qui restent à travailler. Voilà, pour terminer, le dernier point consistait à identifier un peu les freins et les leviers par rapport à ces enjeux de transformer vos organisations vers des entreprises plus responsables. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, et les salariés se voient comme étant les principaux moteurs et les principaux leviers pour accélérer la montée en responsabilité des entreprises. Je trouve que c'est un point extrêmement positif à l'heure où vous êtes nombreux à chercher des leviers d'engagement et de contribution de vos équipes. Il y a un ventre mou, un peu je ne sais pas si c'est les hésitants là, dans la stratégie des alliés, mais qui sont identifiés comme étant ni des leviers ni des freins. On était particulièrement surpris de voir le COMEX en fait, dans ce groupe-là, ou les CODIR. Peut-être parce que ce sujet, il est encore très incarné et porté par le DG ou le PDG en tant que tel, et que cette problématique-là n'est pas encore suffisamment une problématique d'équipe de direction ou de direction générale au sens large. Voilà, donc c'est peut-être un sujet de réflexion, dire voilà, comment est-ce qu'on en fait un sujet d'équipe de direction, voire sur une première ligne managériale. Bon, les freins, plutôt au niveau des marchés financiers de l'État, vous en direz peut-être quelques mots tout à l'heure. Je pense qu'il est important là-dessus, c'est probablement d'avoir en tête que monter en responsabilité, c'est un projet inclusif. Il faut le voir comme un projet inclusif à la fois en interne sur l'ensemble des parties prenantes et puis avec voilà, des sous-traitants, les syndicats potentiellement, les fournisseurs, et que ce n'est pas un projet qui laisse sur le bord de la route une de ces parties prenantes. Voilà, du coup, il y a une stratégie, je pense, de pédagogie et d'embarquement de ces acteurs-là qu'il faut bien travailler. Voilà, pour conclure peut-être... je pense que ce qu'on voit un peu à travers cette enquête et puis ce qu'on verra dans les minutes qui viennent aussi à travers les témoignages, c'est qu'on est face à un changement de paradigme assez important quand même dans le monde des affaires. En tout cas, c'est ce qu'on observe depuis quelques années au travers de ces sujets-là. Un nouvel âge de l'entreprise probablement qui est en train de se dessiner, celui d'une entreprise plus responsable, plus... voilà, contributrice au bien commun, à la biosphère, à la société, plus bienveillante envers ses collaborateurs. Alors, ce n'est pas un chemin facile, comme on vient de le voir. Il y a des transformations profondes et surtout beaucoup de cohérence à mettre en place. Mais c'est, je trouve, enthousiasmant, porteur de beaucoup d'espoir dans un monde des affaires, de temps en temps en recherche de sens. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments positifs à voir dans tout ça. Voilà, donc si je peux peut-être faire un vœu en ce début d'année, ce serait celui que vous puissiez tous vous engager sur ce chemin d'entreprise plus responsable, de monter en puissance de ces thématiques de responsabilité dans vos organisations et de croître en responsabilité. Voilà, merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Je vais demander à nos intervenants et aux animateurs de bien vouloir monter sur scène. Et pareil, il faut que je parle 3 minutes pendant que le rideau descend ou monte. Je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que déjà le rideau bouge? Parce qu'en fait, peut-être qu'il ne bouge pas, du coup, je ne sais pas. Bon, on reste comme ça. Ça va bouger, d'accord. Ok. Je pense qu'on peut commencer le débat, même si le rideau bouge. C'est pas très grave. Ah d'accord, il y a l'enregistrement, donc il ne faut pas que ça fasse de bruit. Très bien. Bon, alors, en attendant, parce qu'eux, ils n'ont pas leur nom sur les plaquettes, je voudrais présenter ceux qui vont animer ce débat, et qui sont nos partenaires médias principaux. Le Journal de la Croix, que tout le monde connaît, Marie Danser, qui est rédactrice en chef adjointe du service économie du Journal de la Croix. Et vous avez probablement vu une de ces très belles interviews de quelqu'un qui est sur la scène, puisque je crois que vous avez travaillé ensemble pour l'interview de Patrick Demurger. Et puis Patrick Lonchat, qui est donc journaliste chez RCF, qui est notre partenaire historique depuis 18 ans des entretiens de Valvray, voilà, et qui va animer avec Marie ce débat. Donc je vous laisse la parole et merci à vous deux.
Merci beaucoup François. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc rentrer maintenant dans le vif du sujet avec ce titre un peu provocateur, Société à responsabilité illimitée, les entreprises peuvent-elles sauver la planète ? Alors, vaste programme, me direz-vous. Les Français et l'entreprise, c'est un rapport un peu ambigu. Ça a longtemps été « je t'aime, moi non plus ». Et puis, c'est quand même en train de changer. Il y a une tendance globale à l'amélioration de l'image de l'entreprise, en partie par l'intermédiaire de personnalités comme nos intervenants que je vais vous présenter un peu plus tard. Voilà, des personnes qui essayent de donner un sens à l'entreprise, de lui donner un visage humain, un visage responsable. Voilà, une entreprise qui cherche autre chose que le seul profit. Il y a des textes de loi aussi qui encouragent cette amélioration de l'image de l'entreprise. On va parler de la loi Pacte de l'année dernière qui officialise notamment l'entreprise à mission et la question de l'objet social d'une entreprise. La loi économie circulaire aussi renforce la responsabilité des producteurs, notamment en matière de recyclage. Et puis, il y a des attentes accrues de l'opinion publique à l'égard des entreprises, à la fois parce que les États apparaissent un peu impuissants, parfois démonétisés, et puis parce que l'entreprise devient de plus en plus le creuset des problématiques économiques, sociales et sociétales. Donc on a un peu tous ces facteurs qui se mélangent. Pour en parler, pour essayer de mettre un peu de clarté peut-être dans tous ces enjeux, nous aurons 3 parties. D'abord la place de l'entreprise dans le monde et dans la cité. Et puis la place de l'entreprise dans la France de 2020, avec ces textes notamment de loi dont je viens de parler. Et enfin, une dimension peut-être plus managériale, avec la place de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc on va avoir ce temps d'échange entre nous. Et puis ensuite viendra le temps des questions de la salle. Donc un micro ou des micros circuleront. N'hésitez pas à commencer à réfléchir à vos questions. Donc pour en parler... Patrick Longchamp de RCF qui vous a été présenté. Et puis, je vais vous présenter nos intervenants par ordre alphabétique. Donc, je commencerai par Pascal Demurger. Vous avez 55 ans et vous êtes donc directeur général du groupe Maïf depuis 10 ans. Vous avez rejoint en fait le groupe en 2002 et vous y développez votre vision d'une entreprise qui cherche à donner du sens à son activité, à ses salariés, à ses parties prenantes. Avant la Maïf, vous êtes passé par Bercy et l'ENA. Voilà, si on veut mieux vous connaître, je vous signale, je fais une petite page de pub. Il y a un exemplaire donc, de La Croix l'Hebdo qui vous est distribué à la sortie et qui effectivement comporte un entretien. Suite à votre ouvrage. Alors votre ouvrage, c'est intéressant le titre parce que c'est finalement votre conviction profonde. Vous dites « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Alors vous nous expliquerez ce que vous voulez dire par là. Voilà. Je vous présente ensuite votre voisin, Frédéric Munier. Vous êtes cofondateur de Fago. Alors, c'est une marque de mode qui se dit donc différente et positive pour la planète, avec le fait que vous captez plus de CO2 que vous n'en émettez. Vous nous raconterez un peu comment, avec l'usage des matières recyclées, produits éco-conçus, plantation d'arbres. Voilà, vous nous parlerez aussi un peu de toutes ces actions. Et puis, vous avez cofondé cette entreprise donc avec un ami que vous avez rencontré sur les bancs de l'école. C'est la preuve qu'il se passe beaucoup de choses dans une entreprise. Vous, les 3 mots-clés de votre action, ce serait mesurer, réduire et compenser. Voilà. Et puis, enfin, Serge Papin. Alors, conférencier et consultant auprès d'entreprises sur leur stratégie, leur transition au pluriel probablement. Et surtout, vous avez été, en tout cas, connu du grand public quand vous étiez à la tête de la coopérative Système U. Donc, de 2005 à 2018, votre visage a été assez familier à cette époque. Et votre dernier ouvrage paru s'intitule « Du panier à l'assiette ». Et ça traduit bien votre conviction de ce lien entre alimentation, santé et environnement. Une réflexion assez intégrale là aussi. Et vous, votre conviction, c'est qu'une entreprise doit avoir une raison d'être, mais aussi offrir une raison d'y être et une raison d'y venir. Voilà, vaste programme, je confirme. Alors nous allons pouvoir rentrer donc dans notre premier thème sur l'entreprise dans le monde et dans la cité. On est parti pour 15 minutes. On est parti pour 15 minutes justement sur cette question. Quelle est la place finalement de l'entreprise aujourd'hui dans le monde et dans la cité ? Alors la question que l'on aborde ce soir, c'est est-ce que l'entreprise peut sauver la planète ? Et quand on regarde un petit peu aujourd'hui les conférences pour le climat de l'ONU,
qui sont des belles réunions, mais où finalement il n'y a pas vraiment de production de résultats. Des COP qui, depuis la COP 21, n'ont pas produit grand-chose. Quelle place, selon vous, alors prenez vos micros, hein, bien évidemment, quelle place, selon vous, prend l'entreprise aujourd'hui dans le monde, et quelle est sa place, et quelle est, avant de parler de la raison d'être des entreprises, quelle est la raison d'être d'une entreprise au sens avec un grand E majuscule? Qui commence? Pascal. Volontiers, bonsoir à tous. Moi, je suis très interpellé par la manière dont vous posez la question. Est-ce qu'une entreprise peut sauver le monde? Déjà, en soi, cette manière de poser la question est une révolution en soi. Il y a quelques années seulement, jamais on n'aurait posé cette question. On se serait éventuellement interrogé sur la question de savoir si c'est la vocation d'une entreprise de contribuer au bien commun, finalement. Hein. Mais jusqu'à présent, la représentation très générale que l'on se fait de l'entreprise, c'est que l'entreprise n'a pas d'autre finalité qu'elle-même. L'entreprise, elle est là pour sa croissance, elle est là pour sa rentabilité, elle est là pour essayer de perdurer, de croître et d'embellir. Elle a en elle-même sa propre finalité. Et c'est très nouveau que l'on commence à s'interroger sur, mais au fond, est-ce que ce modèle, cette conception de l'entreprise, n'ayant comme finalité qu'elle-même, est-ce que cette conception n'est pas complètement dépassée? Cette vision libérale, hein, c'est clairement la vision de Friedman de l'école de Chicago, mais qui a profondément imprégné les esprits. Est-ce qu'elle n'est pas dépassée? Et en effet, on commence à se poser la question de la contribution de l'entreprise, en faisant le double constat. Hein, d'abord, le constat de la profondeur et de l'urgence des problèmes à régler, que ce soit les problèmes sociaux, que ce soit les problèmes environnementaux, bien sûr, problèmes d'ailleurs à la survenance desquels l'entreprise a très largement contribué quand même, hein, et l'économie en général. Et puis, face à la profondeur et à l'urgence de ces problèmes, en effet, le sentiment de plus en plus, parfois un peu injuste, parfois un peu excessif, mais en tout cas le sentiment de plus en plus répandu que les pouvoirs publics à eux seuls n'auront pas les moyens, pour différentes raisons, de faire face, pour des raisons à la fois budgétaires, pour des raisons géographiques, pour des raisons politiques évidemment. Et donc de plus en plus, en effet, une partie importante de l'opinion publique se tourne vers l'entreprise et se pose cette question-là. À tel point, en tout cas moi c'est ma conviction, à tel point qu'aujourd'hui un dirigeant d'entreprise qui ne se poserait pas pour sa propre entreprise cette question de sa contribution, cette question de sa contribution, serait quand même bien aventureux. Et je pense qu'il y aurait un vrai risque aujourd'hui pour une entreprise de ne pas se poser cette question, parce que demain, les clients, les salariés, les épargnants se détourneront très largement, je crois, des entreprises qui n'ont pas des pratiques un peu plus vertueuses. Frédéric Mignet, quand vous créez Fago, vous avez cette idée déjà de sauver la planète, de sauver le monde, parce que la création de Fago est vraiment centrée sur cet objet, c'est-à-dire on peut produire quelque chose et en même temps on peut apporter un mieux-être, un mieux-vivre à notre planète et à notre environnement. Alors, pour remettre dans le contexte, moi je crée Fago il y a 10 ans, j'avais 22 ans, j'étais sur les bancs de l'école et j'avais aucune notion du monde de l'entreprise. Et je pense que plus on est jeune, plus on est vierge de préjugés et de la manière dont on voit le monde. Et je pense que c'est encore plus vrai sur les générations qui vont nous suivre, qui nous suivent déjà et qui vont nous suivre. La manière de voir le monde, elle est complètement neuve. Et nous, on était déjà préoccupés par ces problématiques. Et on se disait déjà comment on va pouvoir construire comme ça. En fait, ça devenait déjà un fondamental. Et du coup, maintenant, petit à petit, quand on crée, quand on développe, on essaie de construire de mieux en mieux,
parce qu'on est dans un éternel escalier de progrès. Et je pense, et moi je suis très très positif dans cette manière d'aborder les choses, on est dans un monde qui bouge, c'est génial ce qui se passe, c'est une vraie révolution. Et petit à petit, marche après marche, on peut continuer à progresser et on n'a jamais fini de progresser. Et pour vous, Serge Papin, l'entreprise peut sauver la planète, doit sauver la planète, c'est sa raison d'être à l'entreprise ou pas? Oui, je crois que c'est à la fois le problème et la solution. Et de toute façon, c'est comme le disait Pascal, c'est une question de leadership. Je pense que tout projet économique est le reflet d'une époque. Hein. Moi qui ai un peu de recul, si on prend dans les années 80, le rapport à la consommation, par exemple, était une recherche c'était un marqueur. Hein. Je consomme, donc je suis. Hein. Voilà. Alors que maintenant, on est dans une autre conscience que cela. Je me rappelle d'ailleurs, ça me fait penser à ce bouquin que sort Comte Sponville dans les années 80 qui s'appelle « Le capitalisme est-il moral ?» Et il dit non, il est amoral. Et donc, alors qu'on voit bien qu'il doit l'être d'une certaine manière, que le projet économique doit chercher à réconcilier. Hein, alors qu'il était plutôt dans le rapport de force. Et l'entreprise de demain, celle à laquelle vous faisiez référence aussi, Pascal, c'est une entreprise qui réconcilie avec la planète, hein, alors qu'avant, elle était dans le rapport de force, qui réconcilie, donc ça, c'est sa raison d'être, qui réconcilie aussi avec ses collaborateurs, la raison d'y être, donc le sens, et donc qui va réconcilier à partir de ces valeurs-là aussi avec les clients. Et je crois en effet qu'il n'y aura pas de leadership possible si on ne va pas sur ces terrains-là. Hein. Donc ça, c'est une question aussi, je dirais, qu'on soit convaincu ou qu'il y ait une dose de cynisme. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Et il faut d'autant plus y aller que tout se sait. La digitalisation, qui est aussi un des marqueurs de ce monde moderne, fait que ça amène une transparence. Et donc, juste pour l'anecdote, je faisais un petit débat l'autre soir devant les cadres de petits navires qui venaient juste de regarder le reportage la veille au soir de Cache Investigation, où ils avaient été pointés du doigt. Ils n'étaient pas au courant du tout. Et ils étaient complètement... certains voulaient... tomber des nues. Oui, tomber des nues. Ils voulaient... Ils disaient, mais c'est pas possible. Eh bien, ils ont assumé ça. Et du coup, ils ont complètement changé pour aller, pour aller vers des choses plus vertueuses. Comme tout se sait, les entreprises vont devoir prendre leur part. Et alors là, en effet, je pense qu'il ne faut rien attendre des pouvoirs publics, on le voit. Hein. Et c'est donc maintenant aux entreprises, je le crois, d'être les premières de cordée pour... aller vers, je ne sais pas si c'est le sauvetage de la planète, mais en tous les cas, de contribuer largement, de prendre leur part. Justement, vous dites très bien qu'il y a ce paradoxe qui naît entre des pouvoirs publics qui sont relativement faibles sur cette question de transition climatique, écologique, etc. Oui. Et finalement, l'opinion publique, je parlais de l'entreprise qui va sauver la planète, l'opinion publique va imposer finalement un peu à l'entreprise de sauver la planète. Et on le voit à travers ce collectif d'étudiants des grandes écoles qui font peser sur vous qui êtes des employeurs le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. C'est la société civile, de toute façon, qui prend conscience qu'il y a cette lucidité qu'il n'y avait pas. Il y a cette conscience. Et la société civile qui est représentée par les entreprises, parce qu'au fond, les entreprises et les chefs d'entreprise sont les représentants de la société civile. Et donc, c'est elle qui pousse. Et on voit bien que maintenant, ça y est, la bifurcation, si on peut dire, est entamée. Après, il y a une question de rythme. Alors peut-être presque, à contrario, est-ce que vous n'avez pas aussi un rôle d'éducation ? Parce que parfois l'opinion publique est schizophrène. Je pense à la vente de SUV qui explose. Or, c'est un véhicule qui consomme énormément. Je pense à la question du Black Friday, où on voit bien que cette année encore, ça a été une opération commercialement... c'est un grand succès. Il y a des entreprises, la Camif pour ne pas la citer, qui ferment leur site internet le jour du Black Friday. Les constructeurs automobiles, je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à s'arrêter de fabriquer des SUV. Moi, j'ai posé la question à un constructeur qui m'a dit il y a une demande. Mais où est le rôle d'éducation aussi peut-être de l'entreprise par rapport à ça ?
Moi, je crois que ce rôle d'éducation, c'est et je pense que c'est vraiment un des éléments clés sur ces sujets. Le rôle d'éducation dépend très largement de la conception que l'entreprise se fait de son rapport au temps, au fond. Si on raisonne à court terme, on continue à vendre des SUV. Si on a un tout petit peu plus une vision, y compris de l'évolution de demain du marché, alors on comprend que c'est le moment de commencer à positionner sa marque sur une alternative au SUV. Peut-être qu'à court terme, ce sera un peu compliqué. Peut-être que effectivement, ce ne sera pas un gain immédiat. Je pense que c'est un investissement qui sera dans le long terme extrêmement rentable. Moi, je crois beaucoup, enfin c'est ce que disait Serge, je crois beaucoup que l'opinion publique est en train de basculer. Et l'année 2019, pour ça, a été une année complètement charnière. Il y a vraiment un changement radical que l'on mesure dans l'opinion publique, que l'on commence à mesurer, et ça c'est quand même un symptôme, dans l'attitude des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, vous avez, y compris par cynisme, mais aujourd'hui vous avez énormément de dirigeants, quasiment tous les dirigeants, qui se posent ces questions-là. Et ça c'est nouveau, hein. Je peux vous dire qu'en 2018, il n'y en a aucun qui se posait la question. Fin 2019, tous réfléchissent à plus ou moins, de manière plus ou moins avancée, plus ou moins sincère, plus ou moins cynique, peu importe j'allais presque dire, peu importe les motivations, en tout cas, il y a cette dynamique. Et donc, la question de savoir si on continue à vendre des SUV, si on ouvre le site Internet le jour du Black Friday, si on anticipe, c'est un sujet de rapport au temps. Le long terme est vraiment le lieu de réconciliation des intérêts divergents. À court terme, c'est très compliqué d'engager son entreprise dans cette voie-là parce que ça coûte cher, parce que c'est peut-être des ventes qu'on ne va pas réaliser. Je pense qu'à long terme, ça peut être un sujet de survie parce que c'est comme ça qu'on construit une marque et demain, comme ça qu'on attirera des consommateurs plus concernés. Serge Pepin. Oui, il y a toujours une schizophrénie, hein, de toute façon, entre le consommateur et le citoyen, parfois. Bon, quand Intermarché fait 70% sur le Nutella, il y a une émeute dans les magasins. Donc voilà. Mais en même temps, vous voyez ce mot, la solastalgie, qui irrigue notamment les jeunes. Hein, c'est-à-dire, c'est l'inquiétude ou la détresse psychologique que le monde puisse s'effondrer. C'est eux aussi qui vont changer les choses. Il y a une question de génération. Et moi, je vois bien sur certains secteurs, on a des choses qui dévissent en termes de consommation. Et quand ces jeunes-là, qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, enfin, on va dire la génération Greta, peut-être, hein, pour posez prononcer le nom tout de suite, mais quand ils vont être à plus de 20 ans et qui vont être chargés de consommer un petit peu plus, eh bien, c'est là où les choses vont se passer. Et on les sent poindre. Alors, il y a encore les SUV, des choses comme ça. Il y a encore le Black Friday et tout. Mais les tenants du Green Friday progressent. Et vous allez voir qu'il va y avoir une pointe de vitesse dans les quelques années qui viennent. On sent bien que là aussi, on est au point de bifurcation. Frédéric Munier, comment vous réagissez à cette question d'éducation Alors moi, je reviendrai vraiment qui est moteur. Moi, je suis convaincu que c'est les consommateurs. D'abord, c'est les consommateurs qui font changer les marques. Les marques vont voir leurs fournisseurs, leur demandent de changer. Et puis, il y a une seule marque qui le fait, puis après, il y en a deux, puis il y en a trois. Puis le fournisseur, il se dit, si je veux garder mes clients, je vais peut-être changer. Puis il va voir son fournisseur de matières premières. Et c'est une chaîne qui fait relativement vertueuse, mais je suis convaincu qu'elle vient du consommateur. Et après, on est sur une majorité, je ne sais plus qui disait ça, c'est 15%, et ça y est, on a passé la barre des 15%, qui va devenir une normalisation, où maintenant, tout le monde, avec nos paradoxes, hein, en effet, SUV versus je veux faire plus attention, je change de voiture versus il faut moins l'utiliser, je vais prendre une voiture électrique mais il faut moins utiliser la voiture, des choses un petit peu paradoxales, mais on est vraiment sur un cap, j'en suis convaincu, où ça y est, il y aura plus de retour en arrière
Et les consommateurs vont nous pousser à toujours aller plus loin. Serge Papin, assiste ému quand vous démarrez toute cette réflexion qu'aujourd'hui d'ailleurs beaucoup vous ont repiqué, c'est-à-dire le circuit court, les exploitants locaux, la qualité du produit. On est bien en amont de ce qui se passe aujourd'hui. C'est les consommateurs qui sont en demande, comme le dit Frédéric, ou est-ce que c'est une question d'éducation et vous dites qu'il y a vraiment quelque chose à faire et on va commencer petit à petit Oui, moi dans les années 2000, n'ayant pas fait de grandes études, on ne m'a pas appris de méthode, donc j'ai essayé modestement de ressentir la société, c'était ma modeste valeur ajoutée, et je me souviens que Lacroix m'avait demandé avec Jean-Marie Pelt de faire un ouvrage qui s'appelait « Consommer moins, consommer mieux ». Donc c'était en 2009. Et je peux vous dire qu'en tant que patron de la grande distribution, je ne m'étais pas fait très bien voir par mes collègues. Mais on s'était, au fond, on avait fait appel à une coopérative, c'est de l'intelligence collective. C'est ça que c'est intéressant d'ailleurs de voir que ça peut être aussi une solution de faire appel à l'intelligence collective. Et donc on s'était un peu réunis et on s'est dit comment on peut penser un projet. On voyait la digitalisation arriver, on voyait Amazon arriver. Comment nous là-dedans, on va pouvoir choisir notre terrain de jeu et comment on va pouvoir construire une image aussi raccord avec l'époque parce qu'on n'était pas leader sur les prix, on n'avait pas la puissance, etc. Et donc, on s'est engagé dans ce projet de réconciliation et qui était donc à la fois avec les filières, donc comment partager mieux la valeur avec les agriculteurs, puisque on ne peut pas demander d'aller vers plus de qualité en payant moins cher. Donc, il fallait aussi qu'il y ait cette notion des choses. Et puis, en essayant avec notre marque de dire, on va là aussi réconcilier avec la santé, notamment, avec l'environnement. Et on a essayé d'associer 3 éléments d'une seule et même personne. Parce que dans une personne, il y a un consommateur, il y a un client et il y a un citoyen. Et là, on s'est dit comment on peut agir sur les 3 éléments de cette personne. Donc le consommateur, c'est le produit que je veux, le client, c'est le magasin où je vais, et le citoyen, c'est le pays où je vis. Et on s'est dit, le produit, il faut qu'il soit respectueux des filières, de la santé. Donc on a débarrassé tous les produits de ce qu'on a appelé les substances controversées. Donc on a fait une grosse enquête, on a enlevé les premiers, le parabène, le bisphénol, les phtalates, le dioxyne de titane, l'aspartame, etc. Il y en a 90, donc on a fait une grosse démarche là-dessus. Le client, lui, il va dans un magasin, donc on a essayé de mieux former, parce qu'on trouvait qu'il y avait autant de modernité dans la présence d'un bon boucher que dans la dernière technologie. Et puis, le citoyen, on s'est dit, il faut conjuguer le projet d'intérêt général, donc l'engagement pour la planète. Et c'est ça qui nous a permis de construire une forme de leadership et d'aller vers une résilience à ce moment-là. Donc on a trouvé notre voie comme ça. On peut peut-être avancer un peu parce qu'on est tous passionnés, donc on vous écoute. Peut-être pour, maintenant qu'on a un peu planté le décor, parler plus spécifiquement de l'entreprise dans la France de 2020 et de ce cadre réglementaire. Est-ce que ça vous aide un peu plus ? Est-ce que finalement, cette entreprise à mission, l'objet social de l'entreprise qui figure dans la loi, c'est une manière de consacrer les intuitions dont vous nous avez parlé les uns les autres ? Est-ce que ça peut entraîner un mouvement plus large ? Pascal Demurger, on va commencer par vous parce que c'est vraiment vous portez ça depuis une dizaine d'années. En préparant, vous disiez qu'en fait finalement l'entreprise à mission, j'ai oublié le terme, c'est quelque chose que vous viviez depuis 10 ans, que finalement c'est venu juste apporter un plus pour permettre de mettre de manière légale quelque chose que vous viviez déjà chez vous à la Maïf. Oui, alors on est sûrement un petit peu les monsieur journal d'entreprise à mission, oui, sans doute un peu. Donc entreprise à mission, je ne sais pas si tout le monde est familier du terme, un petit sondage on peut peut-être repréciser. Donc c'est une loi récente, la loi Pacte, qui a été adoptée, promulguée au mois de mai 2019, et qui propose un nouveau statut de société à mission. Enfin, c'est pas tout à fait un statut d'ailleurs, mais peu importe les termes, et qui permet aux entreprises qui le souhaitent donc de devenir société à mission. Et pour ça, elles doivent faire
4 choses. D'abord, inscrire une raison d'être dans leur statut. Et ça, c'est important, cette notion de raison d'être, parce que la raison d'être, c'est autre chose que simplement l'objet social. C'est pas seulement je suis là pour vendre de l'assurance et pour faire des bénéfices, mais j'ai une raison d'être, c'est un rapport au monde, c'est une place dans la société, c'est un rôle dans la société. Ensuite, pour devenir société à mission, il faut fixer dans les statuts, puis ensuite, évidemment, les décliner de manière annuelle ou pluriannuelle, mais fixer dans les statuts des objectifs d'impact, d'impact sur l'environnement, d'impact sur la société, d'impact pour l'ensemble de ses parties prenantes, ses collaborateurs, ses clients, etc. Troisième condition, il faut créer en interne un comité de mission qui devient vraiment un organe proche de la gouvernance, on va dire, composé à la fois de personnes internes à l'entreprise, mais également de personnalités externes, et qui vient vérifier la réalité de la poursuite des objectifs qui ont été fixés dans les statuts et qui établit un rapport annuel. Et puis, quatrième obligation, c'est désigner ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, donc complètement extérieur à l'entreprise. Ça peut être un cabinet d'audit, ça peut être une association spécialisée, genre, vous savez, les cabinets comme Vigéo ou que sais-je, qui va venir annuellement auditer l'entreprise et la réalité, en effet, de la poursuite et de l'atteinte des objectifs. Et si jamais on n'atteint pas les objectifs que l'on s'est fixés, il y a éventuellement une procédure juridictionnelle qui peut être mise en œuvre pour retirer la qualité de société à mission de l'entreprise qui n'aurait pas respecté les objectifs qu'elle avait pris. Donc on voit que c'est quand même relativement engageant. Ça évidemment, donc tout ça cette loi a été votée sur la base en effet des travaux de Nicole Notat et de Jean-Dominique Sénard, qui ont publié un rapport il y a un petit peu plus d'un an maintenant sur le sujet. 2 ans, pardon. Donc cette loi a une grande vertu, c'est qu'elle donne de la visibilité pour celles des entreprises qui souhaitent s'engager. Mais cette loi a une grosse limite, c'est qu'elle elle laisse très libre les entreprises qui s'engagent dans la fixation de ces objectifs, et elle ne crée pas en réalité un label qui pourrait permettre aux consommateurs de demain de savoir que dans tel secteur, la banque, l'assurance, le constructeur automobile, la grande distribution, que sais-je, dans tel secteur, il y a des acteurs qui sont labellisés, reconnus comme ayant des comportements, des pratiques favorables à l'environnement, favorables à leurs salariés, des comportements qui sont positifs, et puis des entreprises qui ne prennent pas ces engagements. Donc on ne va pas jusqu'à la labellisation. Alors moi je suis complètement d'accord avec ce que Frédéric disait tout à l'heure. La clé de tout ça, c'est évidemment le comportement du consommateur de demain. Et encore faut-il que le consommateur, soit informé, je ne suis pas sûr que l'entreprise à mission soit très connue, 2, soit sensibilisé et 3, soit outillé. Et de la même manière qu'il y a un Yuka qui nous permet de savoir la qualité de ce qu'on mange, demain, il faut impérativement qu'il y ait, au niveau européen ou français, peu importe, mais sans doute européen, ce serait pertinent, un label permettant de distinguer celles des entreprises qui ont un comportement plus vertueux. Frédéric ? Oui, l'entreprise en mission, moi, je trouve qu'elle nous met en chemin. Elle nous met en chemin vers quelque chose. Et après, peut-être, et c'est peut-être le défaut de l'entreprise à mission, c'est qu'elle ne nous impose pas un rythme. Elle nous met en chemin, elle nous demande de progresser, de faire un point chaque année, tous les 6 mois, tous les 3 mois, suivant les règles qu'on définit dans ces statuts d'entreprise à mission. Elle nous force à avancer vers la bonne direction, auquel cas, si quand on se fait auditer, on voit qu'on est en train de reculer, là, il y a un vrai souci dans sa raison d'être. Et voilà, et peut-être que ce qui va nous manquer dans le futur, c'est cette exigence de vitesse, on en parlait tout à l'heure, de vitesse dans laquelle on va progresser, et pas de se reposer sur le laurier en se disant, ça y est, on est un peu bien, etc. On a la belle entreprise à mission, peut-être ce sera entreprise à mission niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Comme peuvent l'être, par exemple, Bicorp.
C'est ce qui va faire bouger les choses. Vous pensez que les entreprises, c'est parce que finalement le rapport Nota-Sénar, c'est bien ça. C'est quand même deux personnes qui sont issues du monde de l'entreprise, qui connaissent le monde de l'entreprise, qui produisent un rapport qui aboutit à une loi. Donc ce qui veut dire que vous pouvez aussi, et on peut continuer et espérer que cette loi évolue. Serge Papin. Oui, alors moi je pense aussi à Nicolas Hulot qui avait lui senti ça et qui dit au fond il faut que les entreprises dans leur statut puissent incarner la mission sur l'intérêt général, que l'intérêt général soit conjugué avec le projet économique. Et donc il y a une première marche qui est venue avec la loi Pacte, mais nous n'en sommes qu'au début, et il y a le label Bicorp aussi qui est assez exigeant, même s'il est assez compliance, comme disent les Américains. C'est un label américain. Label américain, il y a Bicorp, mais il y a 70 ou 80 entreprises qui sont Bicorp en France, c'est en train de progresser. Et là, c'est vraiment un certain nombre de critères qu'il faut avoir. Donc nous en sommes au début, et le souhait, moi j'ai bien aimé, parce que ce qu'avait poussé à l'époque Nicolas Hulot, où il dit, au fond, l'entreprise doit être sur l'intérêt général. Et on voit bien que la mission, elle est là. C'est ce que vous évoquiez en début de conversation, Pascal. L'entreprise d'aujourd'hui, de demain, devra être aussi sur le projet d'intérêt général et pas que sur le projet économique. Et donc c'est bien, on voit que ça correspond, parce qu'au fond, la loi ne fait que d'être le reflet, là aussi, de la société. Et on voit que c'est le début, mais nous en sommes, à mon avis, qu'au début. Alors, je voulais rebondir sur court terme, long terme, et puis sur le terme d'entreprise, parce que finalement, entreprise, il y a beaucoup de statuts possibles. Est-ce qu'il y a finalement des entreprises qui, par leur structure, ont plus de facilité à articuler court terme, long terme ? Voilà. Est-ce que c'est la même chose d'être une entreprise du CAC 40 ? Alors, ma question est volontairement un peu naïve, mais comment on peut se débrouiller ? Est-ce qu'il faut changer aussi le capitalisme ? Est-ce que la loi devrait encourager aussi certaines structures juridiques plus que d'autres ? C'est en train de venir. Moi qui suis plutôt dans le small cap, dans les vraiment les bébés fonds d'investissement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un véhicule de fonds d'investissement. Les véhicules, c'est les poches dans lesquelles on met l'argent pour aller investir dans des sociétés qui ne se montent pas avec des valeurs aujourd'hui. Donc ça y est, le train aussi sur le monde de l'investissement est en train de venir. Et demain, et c'est déjà le cas, je crois, un certain nombre de banques vous vendent des obligations vertes, des SICAV vertes, etc. Et puis petit à petit, les critères vont monter d'un cran, un cran après cran, et par rapport à l'exigence et la demande des consommateurs. Pascal. Oui, non, juste, je crois qu'il y a deux choses derrière votre question. Il y a à la fois la question de la performance et la question du rapport au temps. Sur la question de la performance, je suis complètement d'accord. Je pense que les choses sont en train de changer pour deux raisons. D'abord, en effet, si je suis investisseur, et c'est pas autre chose que dit Larry Fink, patron du plus gros fonds d'investissement mondial, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, au fond, les valeurs qui demain vont le plus progresser sont évidemment les valeurs qui contribuent positivement aux sujets environnementaux, sociaux, etc. Aujourd'hui, aller investir dans le charbon ou même le pétrole, à moyen terme, c'est évidemment suicidaire. Donc il y a bien un sujet, en effet, de performance qui va être de plus en plus corrélé à la contribution réelle de l'entreprise, notamment aux sujets environnementaux. Par ailleurs, à partir du moment où on se dit, où on est convaincu, et pour ce qui me concerne, j'en ai fait un sujet véritablement stratégique et même de pérennité de l'entreprise que je dirige, à partir du moment où on est convaincu que ce sujet de l'engagement est une source de performance et de pérennité, alors oui, même dans des entreprises du CAC 40, on a intérêt à basculer
en tout cas à se poser la question. En revanche, ce qui est très difficile, c'est la question que vous posiez initialement, qui est la question du rapport au temps. Aujourd'hui, un actionnaire dans une entreprise cotée, il attend des résultats immédiats. C'est au trimestre, au mieux au semestre, mais en tout cas, l'horizon de temps est extrêmement court. Or là, on est sur des logiques de développement durable, de rentabilité durable, qui nécessite d'avoir un rapport au temps beaucoup plus lent. Et donc, en effet, il y a des formes juridiques d'entreprise qui, de manière plus naturelle, permettent d'avoir cette relation au temps, c'est clair. Et est-ce que la loi, je vous laisse rebondir, mais est-ce que la loi pourrait orienter des choses ? Certaines sociétés ont décidé, y compris du CAC 40, alors pas dans le CAC, mais certaines sociétés disent je ne publierai plus de comptes trimestriels, mais uniquement annuels ou semestriels, ce qui détend un peu la pression. Serge Papin ? Oui, alors il y a ces entreprises américaines quand même qui se sont prononcées pour un capitalisme plus engagé et plus partageur. D'ailleurs, ça pourrait être un thème de réflexion du Collège des Bernardins, comme il l'a été, semble-t-il, pour la loi Pacte. Moi, je crois que si on voulait arriver à ce que, justement, toute l'entreprise collabore, il faudra bien à un moment que le capitalisme soit plus partageur qu'il ne l'est aujourd'hui. Et il faudrait sans doute réfléchir à ce que des actions soient disponibles pour les collaborateurs, pour ce qu'on pourrait appeler le corps social. Mais il faudrait peut-être réfléchir à une catégorie d'actions qui serait non spéculative, par exemple. Et c'est à ce moment-là que si toutes les forces vives de l'entreprise peuvent contribuer, qu'on aura des visions beaucoup plus à long terme, puisque ça amènerait à la fois un partage des résultats et ce qui serait tout à fait légitime, et puis en même temps une réflexion du coup beaucoup plus pluriannuelle des choses, parce qu'il n'y aurait pas, y compris pour les collaborateurs, l'idée de vouloir aussi à court terme chercher d'autres, partir ailleurs où puisque l'herbe serait verte aussi ici. Donc c'est une réflexion qu'il faudrait avoir, et parce que finalement tout est lié. Maintenant, tout est corrélé. Tout est lié. Alors, justement. Merci de faire la transition vers notre troisième thème, l'entreprise et ses collaborateurs. Tout est lié. On a parlé de Laudato Si tout à l'heure. C'est bien cette question de l'écologie intégrale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'entreprise ? Voilà, on peut partir sur ces sujets. Moi, je serais peut-être intéressée de vous entendre sur la question qui a été évoquée aussi dans la présentation de l'étude tout à l'heure, sur le sens que l'entreprise recherche dans son activité, mais aussi avec ses salariés et ses parties prenantes. Qui se lance ? Allez, Pascal. Volontiers, mais alors ce sujet est complètement fondamental. Effectivement, aujourd'hui, quand on dirige une communauté humaine, quelle que soit d'ailleurs sa nature, mais en particulier quand on dirige une entreprise, évidemment, on ne peut plus avoir la même représentation du monde qu'autrefois. On ne peut pas simplement considérer que l'homme au travail vient vendre une force de travail contre une rémunération. C'est un tout petit peu court. Et forcément, aujourd'hui, les gens ont besoin de beaucoup plus. Ils ont besoin de sens. Ça, c'est complètement essentiel. Et en particulier, c'est très vrai chez les plus jeunes générations, mais je crois que c'est vrai d'une manière générale. Les gens ont besoin de savoir à quoi ils contribuent, quel est le sens de leur travail quotidien, de leur contribution, etc. Ils ont clairement besoin de ressentir très fortement une confiance à travers la délégation qu'on va leur accorder, à travers les marges de manœuvre qu'on va leur laisser. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter simplement d'exécuter un process. Mais on est bien là pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent et qui doivent être réglés au plus près de l'endroit où il se pose. Et puis je crois que les gens, par ailleurs, et pour moi c'est le troisième ingrédient indispensable, cherchent dans la communauté humaine que constitue d'abord, avant toute chose, une entreprise,
cherchent des interactions positives, cherchent une attention à la fois de leurs collègues, de leur hiérarchie, une attention de l'entreprise elle-même, cherchent une forme de bienveillance. Et je pense que le temps est relativement fini, ou en tout cas est en train de se terminer, où l'on considérait que on va générer infiniment plus de motivation et donc obtenir infiniment plus d'engagement par la compétition entre les gens, l'individualisme et la concurrence entre les collaborateurs. Moi, je crois, et alors là, pardon, mais c'est pas seulement je crois, c'est je constate de manière empirique qu'en faisant basculer dans son entreprise le style managérial, en faisant reposer le management non pas sur le couple habituel command and control, mais en le faisant reposer sur la confiance et l'envie, on génère à la fois, on crée un véritable épanouissement chez ses collaborateurs et on génère une dynamique qui est absolument prodigieuse, franchement, et qui est étonnante. Enfin, je pourrais vous citer des exemples complètement incroyables, à la fois des exemples quantitatifs. On a mis en place, pour ce qui nous concerne, il y a 5 ans, c'est très daté, ce style managérial. On a obtenu très rapidement 25% d'absentéisme en moins, par exemple. Ce qui est quand même un symbole. Et puis, je pourrais vous citer 1000 exemples de comportements individuels ou collectifs qui ont complètement basculé. Il n'y a encore pas très longtemps, je croisais une dame que je ne connaissais pas dans un couloir au siège, qui m'interpelle, qui me dit « Monsieur Demerger, désolé de vous embêter, mais je voulais juste vous dire, ça fait plusieurs mois que je devrais être parti à la retraite. Finalement, j'ai renoncé parce que je voulais voir ça. Parce que ce qui est en train de se passer est tellement incroyable que je voulais le voir et je voulais y contribuer. » Donc oui, on peut faire des choses assez étonnantes. Comment ça se concrétise chez Faguo, justement, cette relation avec les collaborateurs, sachant que vous êtes une entreprise naissante, même si ça fait 10 ans que vous œuvrez dans le domaine de la basket. Mais comment ça se concrétise avec, on va dire, une jeune génération ? Je ne suis pas sûr qu'on soit le meilleur exemple, assez honnêtement. Je me pose souvent la question de nos propres limites chez nous, parce que à la fois, j'appelle la génération d'avant, c'est très critique et sans juger personne, a aussi détruit un petit peu ce phénomène managérial. On en parlait en disant on va faire la compétition entre les gens. Et moi, il y a une notion qui me semble fondamentale qu'on a détruite, c'est le sens de la responsabilité des gens. Le sens de décider, de prendre sa propre décision. Ma femme, qui travaillait dans une grosse boîte, faisait valider des trucs, mais ridicules, ça remontait à la direction, quoi. Et j'étais là, mais zut, et je suis pas certain que chez nous on le fasse encore bien. Et pour moi, c'est fondamental dans la raison d'y être d'une entreprise, parce que si on n'a pas ce sens, alors oui, de la vision, évidemment, de l'intérêt commun du produit, évidemment, de la longévité, parce qu'on veut croire à un projet long terme, encore que, mais ce sens de la responsabilité, pour moi, il est fondamental. Et je ne suis pas sûr qu'on soit... je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre chez nous. Serge Papin. Oui, alors, d'abord, je crois que ce qui sera n'est plus nécessairement la continuité de ce qui fut. Fut sans mieux. C'est-à-dire, on a appris aux dirigeants, on va améliorer ce qu'on faisait hier. Ben non, comme disent les anglo-saxons, il faut introduire de la disruption. Alors, ça veut dire qu'il faut être créatif. Et je trouve que c'est le bon moment de poser les valises. Et c'est le bon moment de faire appel, justement, à cette intelligence collective que sont les ressources, que sont les collaborateurs de l'entreprise, et d'aller vers une vraie stratégie de coopération. Et du coup, il faut organiser l'entreprise pour mettre des points de rencontre et de dialogue. Parce qu'eux, ils vont venir nourrir le projet. C'est vachement intéressant. On a une structure chez U qui s'appelle le GEP. Ça veut dire Groupe d'échange et de propositions, qui se réunit tous les mois, où les gars discutent, et ils font. Et ça nous a permis de modéliser des projets à partir de ce collectif, qui nous ont permis de gagner des parts de marché concrètement après, et qui font aussi qu'il y a un fort sentiment d'appartenance. C'est ça qui est intéressant derrière après. Donc c'est le moment, c'est-à-dire c'est
c'est la fin d'une époque où des sachants qui ont fait des grandes écoles, mais Ouais, en même temps, c'est pas là qu'on apprend grand-chose. non, mais je veux dire, le côté jupitérien n'est plus à la mode. Hein. Donc, il faut aller vers un modèle beaucoup plus horizontal de dialogue. Ça vaut pour tout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise de demain, c'est l'entreprise transversale. Complètement, oui. Et plus du tout verticale. Oui, voilà, elle est plus pyramidale. Il faut d'ailleurs souvent que ça soit même des pyramides inversées, hein, c'est-à-dire que les choses soient remontantes. Hein. Et pour ça, alors malheureusement, les entreprises sont souvent, et les cadres, souvent la tête dans le guidon, donc on pense que c'est du temps de perdu que de mettre en place des points de rencontre, des points de dialogue. Il faut que ça soit assez organisé. Il faut que ça rentre après dans les agendas. Donc il y a un petit peu de, comment dirais-je, de conviction à avoir de ce côté-là. Mais une fois que c'est fait, ça va très vite parce que vous vous rendez compte, vous avez les états d'esprit avec vous. Donc c'est ça qui est formidable. Après, les projets, ils passent, ils vont très vite. Mais ce temps d'échange, hein, comme on dit, échanger, c'est accepter de changer. Et donc le temps d'échange, il est intéressant aussi. Comment ça se concrétise au quotidien chez vous, à la Maïf ? Vous nous avez donné des grandes pistes, mais révolutionner en 10 ans, enfin 5 ans, révolutionner en 5 ans une manière de fonctionner dans des structures qui sont quand même assez monoblocs à la base, comment on y arrive ? C'est uniquement de l'intelligence collective, c'est une petite partie de verticale, et comment aujourd'hui cette organisation va pouvoir, il y a plusieurs questions dans ma question, mais comment elle se pérennise dans le temps ? C'est-à-dire comment est-ce que c'est pas juste la marotte d'un dirigeant, et quand le dirigeant s'en va, finalement tout risque de revenir à l'existence antérieur. Ça fait effectivement plein de questions. Alors d'abord, il y a effectivement ce rapport à la verticalité qui est un peu ambigu et complexe. Pour moi, l'entreprise de demain, c'est évidemment une entreprise extrêmement horizontale. C'est aussi une entreprise qui garde une forme de verticalité. Parce que je crois qu'à un moment donné, il y a besoin... On attend d'un dirigeant aussi qu'il porte une vision et qu'il exerce un leadership. C'est évidemment pas une verticalité d'autorité, mais c'est une verticalité, oui, de vision et de leadership. Je pense qu'à un moment donné, c'est malgré tout utile. Alors, ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas, absolument. Comment ça se concrétise ? Alors, ça se concrétise de mille manières. Ça se concrétise évidemment de manière très concrète dans le management quotidien d'une équipe. La semaine dernière, j'étais à Nantes où je rendais visite à un service qu'on appelle l'incubateur chez nous, qui est un endroit où on fait grandir des idées de services que l'on peut proposer à nos clients. D'accord ? Et puis, on commence à les faire grandir, à les tester auprès d'une communauté de clients, et puis on élargit, puis on les généralise dans l'entreprise. Et j'ai visité, juste pour vous donner cet exemple, un endroit absolument incroyable, où les gens, c'est une petite équipe, hein, il y a 25 personnes, m'ont expliqué un peu comment ils fonctionnaient. Par exemple, les décisions, ils votent pour savoir, pour prendre une décision c'est pas le manager de cette équipe qui décide, mais c'est l'équipe qui se réunit, qui en discute, tiens, on fait ça, on vote, voilà. Ce genre de choses. Donc évidemment, très forte horizontalisation. De manière systématique, on essaye d'impliquer tous ceux qui vont être concernés demain par la décision qui va être prise. Un exemple, il y a 18 mois, on a renégocié les accords sur l'organisation du temps de travail. L'accord sur l'organisation du temps de travail, c'est le truc vraiment qui est lourd. Hein. Avec l'accord sur le système de rémunération, c'est ce qu'on fait de plus lourd. Ça concerne les horaires, enfin la manière dont on va s'organiser collectivement pour travailler. On a décidé de le faire dans un mode extrêmement, pas seulement collaboratif, mais de co-construction en réalité. On a pris 10% de l'effectif, 800 personnes, représentant les 8000, qui ont donné 4 journées étalées sur un semestre de leur temps pour participer à des ateliers, pour contribuer véritablement à construire le projet.
comment on va demain s'organiser dans l'entreprise pour travailler. Au début, ça a été un désastre. Première journée où ils se sont réunis, c'était le recueil de revendications. Moi, je veux pas bosser le mercredi après-midi, moi, je veux pas, etc., etc. Et puis, progressivement, tout ça s'est mis en place et on a abouti à la fin à un projet totalement incroyable. Totalement incroyable parce que, au lieu d'être dans une négociation, en mode confrontation, en mode opposition, où finalement, entre deux positions, on va trouver un compromis. Et on aura 50% de la position de la direction, 50% de la position des organisations syndicales, où on sera à 70-30 si on est plus ou moins habile dans la négo, mais en tout cas on sera au milieu et la somme des deux va faire 100. Là on est arrivé à un truc où on est passé au stade au-dessus et en fait on a fait 2 fois 100. 2 fois 100 ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'on a signé un accord dans lequel les syndicats, derrière on a négocié avec les syndicats évidemment, sur la base de cette co-construction, les syndicats ont signé sans aucun problème une annualisation du temps de travail, une extension des horaires d'ouverture, une ouverture des agences qui n'était pas le cas le samedi. En revanche, on a signé des trucs super intelligents sur, alors des trucs relativement banals désormais comme le télétravail, etc., mais des trucs super intelligents comme par exemple l'autopositionnement. Ça n'est pas l'entreprise qui me dit quand je viens bosser. L'entreprise dit combien il faut de personnes sur le pont à tel moment pour prendre en charge le service. Et moi, je dis, voilà, je voudrais bien ne pas bosser jeudi matin parce que je dois emmener mon gamin chez le médecin. Et collectivement, tout le monde fait part de ses souhaits et on essaye de s'organiser pour qu'il y ait le nombre de personnes et de compétences suffisantes dans l'entreprise. Serge, vous pourriez pas appeler Édouard Philippe, là? Ouais. Mais je peux vous raconter un truc extraordinaire avec la CGT. C'est la question du bon sens. Je peux vous raconter un truc extraordinaire avec le leader de la CGT de la Maïf qui est venu me voir il y a déjà quelques mois. Et qui m'a dit écoutez, monsieur Desmurger, on a vachement discuté au sein de la section. On a pas mal discuté entre nous, on n'était pas d'accord, puis finalement, on est arrivé à se mettre d'accord. Et ce qu'on pense, c'est les choses suivantes. D'abord, on a le sentiment que vous êtes sincère. Deuxièmement, on pense que la direction dans laquelle vous emmenez l'entreprise, ça va dans le bon sens. Du coup, ça n'a pas été facile, mais finalement, on s'est mis d'accord et on s'est dit, on va vous aider. Et il rajoute, et ça c'est extraordinaire, et pourtant, on a bien conscience que si jamais vous allez au bout, nous, on ne sert plus à rien. C'est incroyable. Serge, je voulais réagir et puis on va peut-être laisser aussi la parole à la salle pour clore parce qu'on a nous posé des questions, mais peut-être qu'ils sont frustrés de questions qu'on n'aurait pas posées, donc ce sera à vous de les poser. Non, mais ça me faisait penser à la co-construction, évidemment. Je pensais aussi à la CAMIF que vous connaissez bien, parce que quand il a repris, quand j'écoutais Emery Jacquilla parler de la co-construction, quand il est reparti après avoir sauvé la CAMIF, il a co-construit ces produits, et c'est encore le cas, avec les clients, les collaborateurs, des experts, pour faire. Et il fait du petit mobilier made in France, voilà, et qui ont été co-construits. Donc évidemment, ça change tout parce que ça crée une adhésion à partir d'un système de valeurs. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes en termes de co-construction aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous allez pouvoir encore vous exprimer, mais sur les questions de la salle, voilà, ce quart d'heure est le vôtre. Ne le gaspillez pas, le temps passe très vite. Des micros circulent, alors n'hésitez pas à lever le doigt ou même à vous lever pour qu'on vous repère. Moi, je vais lancer les questions. Je vais lancer les questions avant de passer la parole à monsieur là-bas. Une seconde. Donc, d'abord, merci à vous tous parce que ce soir, vous avez choisi d'être à Paris et pas à Davos parce que vous savez que c'est le début de Davos demain matin et c'est le 50e anniversaire de Davos. Donc, merci d'avoir donné la priorité aux entretiens de Valpré. Et il se trouve que le pape a écrit une lettre au président des entretiens de Davos, on va dire. Il y a aussi envoyé son meilleur représentant, puisque le cardinal Turkson, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, le préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, est présent à Davos. Et le pape leur a dit ça, ces braves gens, il leur a dit, en cherchant le véritable progrès,
N'oublions pas que piétiner la dignité d'une autre personne, c'est en fait affaiblir sa propre valeur. Alors, valeur personnelle, mais aussi valeur d'entreprise, et vous êtes des créateurs de valeur. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de notre pape François ? On parlait tout à l'heure de raison d'être de l'entreprise. On a passé énormément de temps, 18 mois, à définir la raison d'être de la Maïf. C'est un exercice qui est extrêmement exigeant. Si on le fait sérieusement, il faut à la fois repartir très profondément dans l'histoire et même l'origine de l'entreprise. La raison d'être, c'est ce qui précède l'existence, hein, c'est l'essence même de l'entreprise. Et puis il faut se projeter très loin dans le futur pour avoir en effet une raison d'être qui fait sens, quels que soient les scénarios stratégiques au fond, hein, et l'évolution de l'entreprise, et puis qui soit évidemment à la fois connecté à son activité et réellement représentatif de sa culture, de sa manière d'être, etc. Bref, l'exercice compliqué. Et je pense que ça va d'une certaine manière répondre à votre question. On a rédigé la raison d'être autour du concept d'attention sincère portée à l'autre et portée au monde. Je pense qu'on est en plein dans ce que vous disiez. Frédéric ? Tellement plein de bon sens, tout simplement. Serge ? Oui, il met l'humain au cœur de l'écologie, du coup. Hein, c'est l'écologie intégrale, pour le coup. Alors, je vous propose qu'on prenne 3 questions, ce qui permettra à chacun peut-être de picorer un peu et qu'on puisse en prendre le maximum. Si vous pouvez vous présenter, puis avoir vraiment une question concise, afin qu'on puisse entendre le plus de personnes. Alors, qui a un micro et peut s'exprimer ? Allez-y, monsieur. Premier micro, allez-y. Bonsoir, Gonzague Lerut. Oui, on voit vous parlez beaucoup d'hiérarchie qui devient de plus en plus plate dans l'entreprise. Et pourtant, on vit dans un monde où il y a des dirigeants politiques comme Donald Trump qui vont plutôt dans une démarche inverse, d'avoir un pouvoir très fort dans des nations qui se replient un peu sur elles-mêmes. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de passager ou est-ce qu'il y a une contradiction entre 2 tendances de fond différentes Alors, je propose... Pardon, deuxième question, et puis après, Serge, vous répondrez. Alors, allez-y. Et puis, il y a madame juste au 3e rang, là. Là, ici. Là. Voilà. Allez-y, madame. Bonsoir, Eugénie Bousquerolles. Vous avez beaucoup axé cette prise de conscience et de responsabilité sur essentiellement les questions environnementales et écologiques, en disant qu'en effet c'était l'un des événements forts de l'année 2019. J'aimerais revenir aux 6 premiers mois de l'année 2019 avec la crise des Gilets jaunes. Comment embarquer ces populations en périphérie des villes, en périphérie de la vie politique et de ces nouveaux modèles de consommation dans cette prise de conscience. Merci. Une 3e. Oui, bonjour, Anne-Charlotte Bouvet. Vous avez beaucoup parlé de contribution positive, effectivement, à la société, à l'environnement. Moi, ma question, c'est justement comment évaluer cette contribution positive, dans le sens où, voilà, si on prend une société comme Google, qui à l'origine avait, bien avant tout le monde, un peu une raison d'être, en tout cas elle s'en était donné une, qui était effectivement d'apporter la connaissance à tout à chacun, et qui aujourd'hui est ce qu'elle est avec, en tout cas c'est la perception qu'on a aujourd'hui sur le fait qu'effectivement elle peut, du fait de sa puissance, remettre en cause effectivement la possibilité au niveau des médias ou du pluralisme, enfin, pour représenter effectivement un risque. Donc du coup, ces entreprises-là, comment elles vont hiérarchiser, enfin, d'une certaine manière, ça veut dire qu'à un moment donné, elles vont risquer de rentrer en contradiction sur différentes valeurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut hiérarchiser les valeurs. Qui va le faire ? Et voilà, donc moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et j'aurais voulu savoir un peu ce que vous pensez de ça, si on se projette un peu, puisque tout le monde s'y met, ce que ça peut donner derrière et comment vous voyez justement un peu, puisqu'on parle d'équilibre, voilà. Comment cet équilibre peut exister. Voilà, et qu'on peut éviter justement... d'aller en enfer. Exactement. Ouais.
Alors, Serge, vous vouliez répondre à la première question On peut répondre de façon courte aux trois Allez-y. Alors, La parole est libre. Voilà, sur la première question, je pense qu'on est dans une lutte actuellement. On voit bien qu'on est à un moment où les plaques tectoniques s'affrontent. Comme disait Marc Alévi, que certains connaissent peut-être, il y a les tenants de la courbe rouge et les tenants de la courbe verte. Trump est un tenant de la courbe rouge. Pour lui, c'est toujours la société thermo-industrielle qui doit donner le pas. Et d'autres, pendant ce temps-là, sont plus à travailler ce qu'on pourrait appeler, nous, ce soir, par exemple, on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la courbe verte. Comme disait Pierre Rabhi, on prend notre part. Et je pense qu'on est dans cet affrontement, actuellement. Et moi, je pense, qui suis optimiste, qu'on va vivre une bifurcation. Et ce qu'on a là, c'est peut-être les derniers tenants des Trump. On a une espèce d'ailleurs de cristallisation qui s'est faite autour de dirigeants un peu populistes comme ça. Et les choses vont s'inverser. Ça va peut-être prendre 10 ans, hein. Pas que ça va se faire tout de suite. Mais on sent bien que la lutte est en route. Et il faut que chacun, justement, d'entre nous individuellement, nos entreprises, nos familles, des villes aussi, s'engagent sur cette courbe verte pour aller lutter contre la courbe rouge. Il y va de l'avenir de l'humanité. Donc c'est l'affrontement. Et on le vit, là, on est en plein cœur de cet affrontement. Pour les Gilets jaunes, moi qui suis à la fois de la province et de Paris, je vois qu'il faut lutter contre la métropolisation. Et au fond, les Gilets jaunes, c'est ça qu'ils sont venus dire. C'est-à-dire, c'est pas tant la revendication pour le pouvoir d'achat, c'est aussi, il voit bien, de l'abandon. Et il faudrait trouver ce qu'on pourrait appeler une résilience locale. Et là, il y a tout un travail à faire de diagnostic. Je vois Éric de Kermel qui est ici, on doit se retrouver à Uzès, où il y a une dynamique qui est en place, par exemple, dans cette petite ville, où il y a un certain nombre de parties prenantes ont créé une dynamique qui s'appelle « Innover à la campagne ». Donc toutes les parties prenantes là-bas, des citoyens, des entreprises, des banques, des médias, se sont mises ensemble et ça porte ses fruits. Ça fait 3 ans que ça existe et les entreprises sont venues s'installer. Ça crée une dynamique parce qu'il faudra aussi refaire venir des jeunes. Autrement, tout le monde va se retrouver dans les métropoles. Les métropoles actuellement sont en train de siphonner 85% des emplois, 100% de la richesse. Et la France, qui est un pays rural, un peu avec des petites villes, est en train de se métropoliser. Donc, il faut lutter contre ça. Et le message des Gilets jaunes, c'est celui-là. Ils disent, battons-nous pour garder aussi une dynamique dans les petites villes. Donc, il faut que les médias, les banques, je pense aux banques mutualistes, les entreprises locales doivent se fédérer, les supermarchés, bien sûr, pour faire un diagnostic sur les points forts et les points faibles du local et repartir sur une dynamique. Il n'y a qu'à cette condition-là qu'on compensera ce qui est en train de se passer. Et je veux dire, si on va que vers la métropolisation, il y aura des conséquences importantes sur, même sur la vie de famille. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc les Gilets jaunes, c'est ce message-là aussi qu'ils portent. Et enfin, les GAFA, il faut se battre contre. Honnêtement, quand vous regardez en 1945... quand on détricote la Standard Oil qui était trop puissante, c'était rien à côté aujourd'hui de ce que porte en termes... Rendez compte, oui, j'arrête, mais la capitalisation boursière d'Amazon, aujourd'hui, c'est 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. La capitalisation de notre champion Carrefour, c'est 15 milliards d'euros. Vous vous rendez compte la différence ? Donc, on voit apparaître. Il faut se battre contre. On voit apparaître auprès des GAFA d'ailleurs des pays qui envoient des ambassadeurs, ce qui montre bien à la fois le rôle politique de ces entreprises qui ont un vrai rôle politique. Est-ce que Frédéric et Pascal voulaient répondre aux 3 premières séries de questions ? Alors moi je dirais quelques mots sur le premier, c'est sur le pouvoir de la médiatisation de ces hommes politiques et de toutes les causes
qui apparaissent aujourd'hui. On s'empare tous pendant 15 jours d'un sujet, et Trump en fait partie, et dans lequel il faut arbitrer par oui ou par non. Il y a de moins en moins de recul, hormis la Croix et RCF, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de recul de notre monde où, en permanence, arbitrer. Et ça rejoint un peu les gilets jaunes. Est-ce qu'ils sont bons, bien, pas bien? Est-ce qu'ils ont raison, pas raison? En fait, il y a plein de motifs, etc. Il faut aller gratter dans toutes ces choses-là. Donc ça, moi, c'est mon inquiétude. J'ai l'impression qu'on est dans un monde dans lequel on est de moins en moins tolérant et on ne comprend de moins en moins l'autre. Et après, moi, je serais un peu plus positif sur les GAFA, ou en tout cas sur la réponse de Google, et spécialement, pour en revenir à une thématique qui nous est chère sur l'écologie, on nous pose souvent la question, mais comment tu pourrais aller bosser chez Total? Mais au final, aujourd'hui, Total, c'est un des leaders dans la transformation, c'est celui qui injecte le plus, etc. Alors, je le dis avec mes mots, sans études préalables, etc., peut-être à prendre avec des pincettes, mais quand même, c'est des gens qui, petit à petit, vont faire bouger le monde, etc. Et je pense que même du coup, les plus mauvais vont pouvoir devenir des gens qui vont nous aider dans la transformation. Ouais, enfin, les résultats de Total et les résultats d'Apple ou d'Amazon, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Enfin, Amazon, c'est 25 milliards d'euros de résultats. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc, ils achètent ce qu'ils veulent. Un État. Un État. Donc, il faut se battre. Pascal ? Bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Peut-être juste sur la troisième question, vous aviez commencé la question par le sujet de l'évaluation. Évalue. Et que finalement, il faut prendre un coût total de coût du carbone, etc., qui fait que finalement, les entreprises, en toute bonne foi, vont s'engager dans des missions et des raisons d'être, et elles vont devoir assumer qu'à un moment donné, cette contribution positive, elle ne va pas s'avérer si positive que ça. Voilà. Donc, Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu votre... Ça a été entendu jusqu'au bout ? Alors, la question était sur l'évaluation de la raison d'être d'une entreprise qui s'avérait finalement d'un prime abord positive et puis qui, avec le temps, ne serait pas si positive que ça. Comment est-ce que l'entreprise évalue et peut faire évoluer cette raison d'être? C'est ça, madame? Voilà. Moi, je dirais volontiers deux choses sur le sujet. D'abord, sur la question de l'évaluation, elle est complètement centrale. Quand on cherche à construire un modèle d'entreprise, un modèle économique d'entreprise reposant en grande partie sur cette question de l'engagement et de la recherche d'un impact, très rapidement se pose la question de l'évaluation et se posent même deux questions d'évaluation. D'abord, de l'évaluation de la réalité de cet impact, et y compris avec suffisamment de parties prenantes extérieures pour essayer de bien comprendre des logiques qui sont en effet des logiques extrêmement complexes et qui font qu'on peut très vite se tromper en réalité sur ces sujets. Donc il y a la question de l'évaluation de la réalité de l'impact. Et puis parce qu'on est aussi, et quelque part d'abord, dirigeant d'entreprise et qu'on a d'abord, malgré tout, la responsabilité de la pérennité de l'entreprise et donc de sa performance et de sa rentabilité, la mesure de en quoi cet engagement et cette recherche d'impact est ou n'est pas créatrice de performance. Et ça, il faut être capable, parce que c'est évidemment dans la responsabilité d'un dirigeant, il faut être capable de le mesurer et même de le modéliser. Donc la question de l'évaluation est pour moi complètement centrale, et c'est évidemment ce monitoring-là qui permet en permanence de s'adapter, éventuellement d'accélérer, etc. Et puis après, mais là peut-être que ça nous emmènerait un tout petit peu trop loin, mais après la question que vous posez sur la justification au fond des missions que peut s'assigner l'entreprise, leur pertinence, et y compris leur pertinence dans le temps, ça rejoint, j'allais presque dire, les limites de cette notion d'entreprise politique.
dont j'ai fait le choix de mettre dans le titre de mon livre. Mais on voit bien qu'en effet, l'entreprise est de plus en plus politique, en ce sens où elle a un impact sur la société, elle a un rôle dans la société, et elle doit en effet prendre sa place dans la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et en même temps, le monde n'est pas construit, et en particulier nos démocraties occidentales ne sont pas construites autour de l'idée que l'entreprise est un objet politique. Et donc ça pose énormément de questions. Si on admet de plus en plus que l'entreprise a une mission, doit rechercher à jouer un rôle social et à avoir un impact, ça pose énormément de questions, de contrôle démocratique, de détermination de l'intérêt général, qui définit en effet la pertinence de l'impact qui est recherché, etc. Ça nous emmène sûrement un tout petit peu trop loin, parce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu encore, on en est loin, où on serait confronté à ce genre de questions. Je pense que le moment dans lequel nous sommes, c'est celui de, faisons en sorte que le comportement des entreprises soit le plus positif possible. Mais forcément, il y a une limite à l'exercice, qui est une limite sur la légitimité, au fond, d'une entreprise qui, par hypothèse, n'est pas une structure démocratique, dans sa prise en charge d'une partie de l'intérêt général. Merci beaucoup à tous les trois. Vous nous avez passionnés. Je laisse la parole la conclusion à François Morinière. Avant de conclure, j'ai 2 remerciements à faire et une question à poser. Alors, le premier remerciement, c'est d'abord à Serge Papin, parce que vous êtes, je crois, le premier à avoir accepté d'intervenir à la fois à Lyon et à Paris. Donc, vous êtes membre d'honneur à vie des entretiens de Valpré. Merci beaucoup, Serge. C'est vraiment sympa, parce que au pied levé, vous avez accepté de parler ce soir, comme vous l'avez fait à Lyon, et vous nous avez passionnés. Après, j'ai un remerciement pour Frédéric, parce que grâce à lui, l'esthétique des chaussures de mes enfants s'est beaucoup améliorée dans notre maison. Donc merci, parce que mes fils sont des inconditionnels de votre marque. Et quand je vais leur raconter ce que vous faites en plus, je pense qu'ils ne le savent pas forcément, ils vont être encore plus fiers de porter vos chaussures. Et puis j'ai une question, s'il me permet, Pascal, une question un peu personnelle, parce que donc, vous avez répondu à une grande interview dans le magazine La Croix du 16 novembre. Donc, si vous voulez vous faire un petit plaisir, vous avez tous un iPhone, donc vous allez vous acheter l'édition du 16 novembre. Ça coûte, elle est là, en plus, ça coûte 2,50 francs, donc 2,50 €. Enfin, bref, voilà, elle est là, formidable. Et donc, dans cette magnifique interview, vous racontez donc l'histoire d'une convention où vous étiez. Et je crois que c'était une intervenante qui était votre amie, quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous dit... Pascal, il faut que tu arrêtes de penser trop avec ta tête, il faut que tu penses plus avec ton cœur. Et donc elle vous dit ça. Alors c'est pas au matin, votre femme, au petit déjeuner, c'est devant 800 personnes qui sont les cadres, je pense, dirigeants de l'entreprise. Bon, donc j'imagine que ça a dû un peu vous secouer. Et vous racontez que ça vous a beaucoup touché et transformé. Si vous pouviez reprendre ce point, parce que je trouve que c'est ce que vous dites, enfin ce que vous laissez comprendre est très beau, et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ce qui s'est passé dans votre tête après cette interrogation qu'on vous a lancée. Alors effectivement, on est en 2015 à La Rochelle, et on a organisé une convention des managers de l'entreprise, des cadres de l'entreprise. Il y a 800 personnes dans la salle. Ça dure 2 jours, et ce que vous évoquez se passe au tout début de cette convention. Cette convention étant alors un tout petit peu particulière, puisque c'est précisément le moment en 2015. Début 2015, il y a tout juste 5 ans, le moment auquel on a décidé de basculer dans un style managérial complètement nouveau, de changer, de transformer la culture de l'entreprise, les comportements dans l'entreprise, le management dans l'entreprise, et on réunit l'ensemble des managers pour les convaincre, au fond, de la pertinence et de ce changement. Donc c'est une réunion de 2 jours un petit peu particulière. Et on fait le choix de faire venir, pour introduire avec moi, une personne qui s'appelle Laurence Vanet, et qui a réalisé déjà à l'époque cette transformation. Ça ne s'invente pas, à la sécurité sociale belge. Elle est belge d'origine, elle a bossé à la sécurité sociale, et elle a
complètement transformé la culture et le management de la Sécu belge. Et puis elle est devenue ensuite, après cette expérience, consultante, et on l'a fait venir. On discute, enfin on a un échange sur scène comme ici, avec un modérateur qui nous relance, qui nous interroge pendant, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis à la fin, absolument pas prévu, le modérateur en effet se retourne vers elle et lui dit Laurence, si vous aviez un conseil à donner à Pascal, qu'est-ce que vous lui diriez? Et elle répond ça. Elle répond Pascal, arrête de penser avec la tête, pense un peu plus avec le cœur. Et ce moment a été complètement fondateur. Complètement fondateur pour moi, parce que c'est une espèce de nouveau monde qui s'est ouvert. Jamais j'avais appréhendé les choses de cette manière. J'étais exclusivement cérébral dans ma manière de diriger l'entreprise et surtout dans ma relation au corps social, aux gens, tout simplement. Complètement fondateur pour moi parce que ça a été le déclic qui, pour la première fois, m'a permis d'avoir avec les collaborateurs de l'entreprise une relation infiniment plus émotionnelle, infiniment plus sur l'émotion et pas seulement sur la raison froide, et infiniment fondateur pour eux, parce que ce faisant, évidemment, c'est une espèce de brèche qui a été ouverte, dans laquelle tout le monde s'est cherché plus ou moins à voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la brèche, voire à s'y engouffrer. Et ça a complètement transformé la nature de notre relation. Et jamais je n'aurais imaginé la puissance de la transformation dans la relation que l'on a nouée et la puissance de ce que ça produit en termes, effectivement, y compris de leadership, mais aussi de force comment dirais-je, de la force du lien qui nous unit. Et ce moment, ce tout petit déclic, c'est rien du tout. Enfin, c'est juste, voilà, une remarque comme ça sur scène. Et 5 ans après, ce petit déclic continue de créer, d'avoir des conséquences extrêmement positives, mais extrêmement fortes dans l'entreprise, c'est clair. Merci Pascal. Merci à Marie, merci à Patrick d'avoir animé ce débat. On a quelques petites annonces à vous faire. On va essayer de faire plus vite qu'à l'église de dimanche. On va faire ça en 2 minutes. Éric de Kermel va vous parler d'un événement que la Croix va organiser dans les prochains mois et qui va, je crois, concerner les sujets d'écologie, si j'ai bien compris. Voilà, qui n'est pas d'ailleurs sans lien avec la dernière question que vous avez posée à Pascal Demurger. En 2015, la Croix avait été sollicitée par Nicolas Hulot pour animer ce qui s'était appelé un sommet des consciences, quelques mois avant la COP21, considérant qu'il fallait poser des questions philosophiques et de sens avec des moments de négociation technique et politique. Et on a décidé avec la Croix, avec l'ADEME, avec la ville d'Angers et avec le collectif dont vous avez parlé tout à l'heure, des étudiants des grandes écoles pour un manifeste pour un réveil écologique, à Angers les 9, 10 et 11 juin prochains, de créer les rencontres de l'écologie avec un objectif chaque année d'avoir un temps qui soit un temps dédié à une interpellation éthique, morale, philosophique, spirituelle. Donc on va rassembler des responsables d'entreprise, des ONG, des acteurs politiques, des acteurs du monde culturel pour 3 journées où vous pourrez rencontrer à la fois Serge Papin, qui sera aussi avec nous, mais Christiane Lambert, Nicolas Hulot, Cyril Dion, Maxime de Rostolan, enfin un certain nombre de personnalités qui viendront dans un moment à la façon dont sait faire la Croix, c'est-à-dire que le but c'est de créer un moment de dialogue, de discussion, qui permettent d'avancer sur cette conscience et cette ouverture des cœurs dont vous parliez à l'instant. Voilà. Merci. Merci Eric. Un petit mot juste pour remercier 2 partenaires qui sont dans la salle, la société Mescart et notamment Aurélie Baudouin, qui est directrice de la RSE de cette société de gestion bien connue, et aussi Anne Nortier, chez qui, évidemment, chez ces gens-là, la question d'investissement responsable est traitée depuis de nombreuses années. Et puis aussi un bonjour et un salut à nos amis des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui sont là, qui sont aussi partenaires des entretiens de Valpré. Dernier point, si jamais, donc après avoir été à Angers les 9, 10 et 11 juin, vous allez
à Lyon les 20 et 21 novembre 2020. Pardon, ça sera la 19e édition, excusez-moi, mais bon, 19e édition. Et donc, après avoir parlé il y a 2 ans du temps, après avoir parlé l'année dernière de la confiance, après avoir parlé cette année de la responsabilité, les 19e entretiens de Valpré parleront d'un thème qui s'appelle le courage. Bonne soirée et merci à vous tous.